Donc si j'ai bien compris, nous devons arborer un visage austère, sévère, peut-être même un peu triste, si j'ai bien compris. C'est la coopération déçue. Et cette coopération, nous allons l'aborder à travers 3 sujets très différents, mais absolument passionnants. Le droit des étrangers dans un premier temps, pour aller vite, la question de la justice pénale internationale dans un deuxième temps, et l'enjeu de la santé dans un troisième et dernier temps. Avant de donner la parole à ma collègue, Madame Olivier, qui va prendre le premier temps de parole sur la question du droit d'asile, quelques mots effectivement pour dire l'immense complexité de ce sujet qui voit œuvrer de manière simultanée, vous allez nous dire si c'est une coopération efficace ou pas, mais en tout cas, en termes d'organisation, on est sur des administrations générales, des administrations spécialisées, on a un juge administratif spécial, on a un juge administratif de droit commun, et à tout cela se rajoute un échelon supplémentaire, le juge judiciaire, et évidemment tout cela forme un ensemble extrêmement complexe. Comment cela s'articule-t-il? Les résultats sont-ils satisfaisants? Sur la question du droit d'asile, vous allez sans doute pouvoir nous éclairer. Je vous donne la parole. Alors, je pense qu'on part sur des communications d'une quinzaine de minutes pour qu'on puisse avoir un temps d'échange à la fin de la table ronde. Je vous laisse la parole. D'abord, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur Dazy, d'avoir accepté de présider cette première table ronde. Et je me lance sans attendre dans cette contribution qui porte donc sur une nouveauté relative en droit d'asile, la coopération entre les autorités de l'asile et les autorités pénales. Donc en France, on le sait, M. Dazy l'a rappelé, l'examen des demandes d'asile a été confié à des autorités spécifiques, l'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et la CNDA, Cour nationale du droit d'asile. De prime abord, l'utilité de leur éventuelle coopération avec l'autorité pénale ne semble pas évidente. En effet, chacune dispose de prérogatives différentes. Les premières examinent les demandes d'asile d'individus qui viennent de l'étranger et qui craignent des persécutions dans leur état d'origine et octroient le statut de réfugié aux personnes qui sont éligibles à ce statut. Et les secondes mènent des enquêtes, poursuivent et, le cas échéant, jugent des individus qui sont soupçonnés d'avoir commis des infractions. Les interactions entre ces diverses missions ne vont pas de soi. Et pourtant, d'abord informelle, la coopération entre autorités de l'asile et autorités pénales a été inscrite dans le CESEDA, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rendue obligatoire en 2015. Cela visait à institutionnaliser cette coopération et surtout à la systématiser. Après avoir étudié les raisons d'être et l'organisation de cette coopération nouvelle, nous verrons les limites qu'elle présente et la façon dont elle pourrait être réformée. Voyons donc d'abord l'intérêt de cette coopération et la façon dont elle fonctionne. Pourquoi une coopération entre autorités de l'asile et autorités pénales? Elle s'est imposée, en droit français notamment, pour répondre à la situation des demandeurs d'asile qui sont soupçonnés d'avoir commis un crime ou, le cas échéant, qui ont été condamnés pour celui-ci, et elle vise à articuler procédure d'asile et procédure pénale. Le premier pan de cette coopération, c'est celle des autorités de l'asile vers les autorités pénales. Si un demandeur d'asile est soupçonné d'avoir commis un crime international, un crime grave avant son arrivée sur le territoire, ou encore un acte contraire au but et principes des Nations Unies, il sera exclu du statut de réfugié. Dans cette situation, l'OFPRA et la CNDA ont l'obligation de transmettre au procureur de la République les renseignements qui ont conduit à l'exclusion. Cela permet à l'autorité judiciaire de prendre connaissance des soupçons qui pèsent contre l'intéressé, d'enquêter et, le cas échéant, d'engager des poursuites à son encontre. Ici, c'est l'objectif de lutte contre l'impunité qui réunit autorité de l'asile et autorité pénale. Puisqu'en effet, d'une part, en droit d'asile, l'exclusion s'est imposée notamment pour empêcher qu'un individu profite du statut de réfugié pour échapper aux poursuites dans son état d'origine. D'autre part, en droit pénal, le rôle des autorités est évidemment de lutter contre la potentielle impunité de certains potentiels criminels. Ainsi, cette transmission d'informations des autorités de l'asile vers les autorités pénales permet d'atteindre cet objectif commun, donc lutter contre l'impunité. Le second pan de cette coopération, c'est celle, au contraire, des autorités pénales vers les autorités de l'asile. Il se peut que l'autorité pénale recueille, au cours d'une information criminelle, des éléments qui permettent de suspecter qu'un demandeur d'asile relève de l'exclusion. Elle doit alors, dans ce cas, communiquer à l'OFPRA et la CNDA ces informations et ainsi informer les autorités de l'asile pourront exclure de la protection l'intéressé.
Cette communication-là, dans ce sens, elle vise plutôt à protéger l'intégrité et la crédibilité du système de l'asile en empêchant qu'un individu qui en serait indigne ne bénéficie du statut de réfugié. L'idée ici est très claire, pas de protection pour les persécuteurs. Cela reflète également la prise en compte de l'opinion publique qui, on l'a vu récemment, serait heurtée par l'octroi du statut de réfugié à un individu qui commettrait un crime. En somme, cette coopération entre autorités de l'asile et autorités pénales permet donc la mise en cohérence des réponses administratives et pénales face à la présence en France d'individus qui sont soupçonnés d'avoir commis un crime ou qui ont été condamnés pour celui-ci. Cette coopération, à n'en pas douter, elle est efficace. En 2019, l'OFPRA a reçu 165 réquisitions judiciaires, commissions rogatoires et demandes d'information, et a transmis à l'autorité judiciaire 43 décisions d'exclusion. Aujourd'hui, environ 40% des dossiers étudiés par le pôle crimes de guerre et crimes contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris concernent des demandeurs d'asile qui ont été exclus et signalés au pôle par les autorités de l'asile. Donc cette coopération est systématisée. Pourtant, elle présente des limites, et donc j'en viens ici aux raisons pour lesquelles elle devrait être réformée. La première limite, c'est que cette coopération, elle pourrait s'avérer problématique au regard du principe de confidentialité des demandes d'asile, qui est protégé par le CESEDA afin de ne pas faire courir aux demandeurs d'asile un risque dans leur état d'origine. Le Conseil constitutionnel estime que cette confidentialité est une garantie essentielle du droit d'asile et il exige ainsi que seuls les agents habilités à examiner les demandes d'asile, autrement dit l'OFPRA et la CNDA, puissent avoir accès aux informations qui y sont relatives. Pourtant, depuis 2003 déjà, l'OFPRA peut communiquer aux agents de l'État les documents d'identité et de voyage concernant les étrangers dont la demande d'asile a été rejetée. Cela vise à aider les autorités à établir leur nationalité afin de déterminer l'état dans lequel ils doivent être éloignés. Le Conseil a validé cette communication, puisqu'on l'a dit, les 10 individus n'ont pas été reconnus réfugiés, et surtout parce qu'elle ne porte que sur les documents d'état civil et de voyage. Il l'a toutefois encadrée, rappelant qu'elle ne pouvait en aucun cas porter sur les pièces produites à l'appui de la demande d'asile, que les documents ne soient communiqués qu'à des agents spécialement désignés et habilités à cette fin, et que leur transmission soit à la fois nécessaire à la mise en œuvre de l'éloignement et qu'elle ne mette pas en danger l'individu dans son état d'origine. Quid alors des exclus, à propos desquels les autorités de l'asile transmettent des informations aux autorités pénales, et cette solution est-elle transposable? A priori, on pourrait estimer que la communication n'est pas contraire au principe de confidentialité parce qu'ils ne bénéficient pas du statut de réfugié. Toutefois, il n'est pas évident de comparer les déboutés du droit d'asile, dont la crainte de persécution n'a pas été établie, et les exclus qui sont soupçonnés d'avoir commis un crime. Parce qu'en effet, en France, l'exclusion est appliquée après avoir vérifié que l'individu craignait des persécutions et était a priori éligible au statut de réfugié. Ainsi, l'individu exclu en raison de son passé criminel n'en craint pas moins de subir des mauvais traitements dans son état d'origine, et il semble donc nécessaire que les informations le concernant restent confidentielles au risque de le mettre en danger dans cet état. Par ailleurs, les informations transmises ici par les autorités de l'asile à l'autorité pénale concernent très souvent un crime qui aurait été commis dans l'état de persécution et sont donc à ce titre particulièrement sensibles. D'ailleurs, dans une circulaire de 2016, le garde des Sceaux précise que les éléments qui sont transmis au procureur sont seulement la décision d'exclusion et les documents qui sont en lien direct avec le motif d'exclusion. Toutefois, pour celle-ci, il précise qu'il faut effectuer une appréciation au cas par cas, selon les besoins de l'autorité pénale, évidemment afin d'assurer, on l'a compris, l'équilibre entre confidentialité des demandes d'asile et recherche des auteurs d'infractions. La deuxième limite, c'est qu'on peut s'interroger sur l'intérêt même de la coopération entre autorités de l'asile et autorités pénales dans certaines situations. On l'a vu et la circulaire le rappelle, la coopération et l'exclusion plus largement visent deux objectifs, lutter contre l'impunité et sanctionner l'indignité. Pourtant, ce second objectif est devenu, pour certains auteurs, obsolète. Il s'oppose à l'idée selon laquelle un individu pourrait être indigne du statut de réfugié car il est soupçonné d'avoir commis un crime, et il considère au contraire que la jouissance d'aucun droit fondamental, y compris l'asile, ne devrait être liée à l'idée de mérite. Le droit international consacre des droits inconditionnels, accordés à tous les êtres humains en raison de cette seule qualité, peu importe donc leur comportement. D'ailleurs, les individus qui craignent des persécutions dans leur état d'origine, même s'ils ont commis un crime et même s'ils ont été exclus du statut de réfugié, ne peuvent pas y être renvoyés. La Cour européenne des droits de l'homme l'interdit,
au vu des mauvais traitements qu'il risque de subir dans cet état. Ainsi, on pourrait penser que l'objectif de protection de la dignité humaine bannirait l'idée d'indignité. Et ceci est d'autant plus important qu'en France, les exclus ont très peu de droits. Ils ne peuvent pas être éloignés, mais ils ne peuvent pas non plus être régularisés, ce qui les empêche notamment de travailler. Non seulement cette situation est douteuse au regard de la protection des droits humains, mais surtout elle contribue à leur marginalisation et le risque qu'ils commettent de nouveau des infractions serait alors accru. C'est pourquoi certains auteurs souhaitent la suppression pure et simple de l'exclusion, mais à tout le moins peut-on considérer que l'exclusion, et partant la transmission d'informations pour la mettre en œuvre, ne serait utile que lorsqu'elle servirait la lutte contre l'impunité. Or, il est prévu que même si la procédure pénale s'est soldée par un non-lieu, les autorités pénales doivent transmettre les informations aux autorités de l'asile. Un non-lieu consiste pour le juge d'instruction à renoncer aux poursuites, notamment parce que les éléments de l'enquête ne les justifient pas. En 2016, la circulaire expliquait que cette solution était justifiée par le fait que les autorités de l'asile ne sont pas liées par l'appréciation de l'autorité judiciaire et que l'examen de la demande d'asile est indépendant de l'issue de la procédure pénale. Ainsi, un individu qui aurait fait l'objet d'un non-lieu ou qui aurait été acquitté peut être exclu du statut de réfugié, même si le seuil probatoire du droit pénal n'est pas atteint. En 2019, par exemple, le Conseil d'État a validé l'exclusion d'un individu dont il existe des raisons de penser qu'il avait participé au génocide rwandais, alors même que cet individu avait été acquitté par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Ici, la question de l'impunité ne se posait plus, et le seul objectif était donc la sanction de l'indignité. Si l'on considère que cet objectif est désuet, la coopération est ici inopportune. La troisième limite, c'est que, on l'a dit, l'OFPRA et la CNDA transmettent au procureur de la République les informations relatives à l'exclusion d'un demandeur d'asile, mais pourtant, lorsque celui-ci est soupçonné d'avoir commis un crime à l'étranger, les juridictions pénales françaises ne sont le plus souvent pas compétentes pour le poursuivre, sauf s'il s'agit d'un crime pour lequel le droit international met en place une compétence universelle. Dans les autres cas, la situation ne présente pas de lien de rattachement avec la France, auteurs étrangers, victimes étrangères, territoires étrangers, et la coopération s'avère vaine, puisque les autorités pénales ne pourront pas traduire l'intéressé en justice. Il ne sera pas jugé, empêchant une lutte efficace contre l'impunité et remettant en cause l'intérêt même de la coopération. La quatrième et la dernière limite, c'est que l'articulation entre procédure d'asile et procédure pénale telle qu'elle existe aujourd'hui pose le problème de la double peine. Alors certes, juridiquement, l'exclusion n'est pas une sanction. Il n'en reste pas moins qu'elle prive l'individu de la jouissance de nombreux droits. Or, même lorsqu'il aura été signalé par les autorités de l'asile aux autorités pénales, qu'il aura été jugé, qu'il aura purgé sa peine, l'individu restera exclu. A l'inverse, s'il est signalé aux autorités de l'asile par les autorités pénales après avoir été condamné, il subira une exclusion en plus de la sanction pénale. C'est pour lutter contre ce phénomène de la double peine et d'une sanction pérenne faute de régularisation que certains auteurs militent pour que l'exclusion n'existe plus, ou à défaut qu'elle ne soit que temporaire. Une fois qu'il a purgé sa peine, l'individu doit obtenir une protection. Donc, confidentialité des demandes d'asile, risque d'une double peine, problème également d'incompétence des juridictions, problème de l'idée désuète d'indignité. Voyons donc, et j'en finirai par là, comment cette coopération pourrait être réformée pour être à la fois véritablement efficace et respectueuse des droits humains. D'abord, il faudrait peut-être admettre que la communication des autorités pénales vers les autorités de l'asile et plus largement l'exclusion présente finalement peu d'intérêt. De deux choses l'une, soit l'individu a fait l'objet d'un non-lieu ou d'un acquittement. Il ne devrait pas faire l'objet d'une transmission d'informations ni être exclu, puisque cela ne contribue pas à lutter contre l'impunité et parce que l'idée d'indignité est obsolète. Soit il a été condamné, auquel cas il n'y a pas impunité, et il devrait pouvoir obtenir une protection pour éviter une double peine. À défaut, si l'exclusion n'est pas supprimée, elle doit être temporaire. Les autorités pénales transmettraient alors aux autorités de l'asile seulement les informations sur les actions judiciaires en cours, avant qu'une décision de non-lieu, d'acquittement, de condamnation ne soit prise. L'individu se verrait protégé une fois que l'action pénale prendrait fin. Ainsi, l'intégrité et la crédibilité du système de l'asile s'en verraient préservées. Même si l'exclusion n'était plus appliquée, cela n'empêcherait pas, surtout pas, les autorités de l'asile de transmettre aux autorités pénales les informations laissant penser qu'un individu a commis un crime.
Cette coopération est indispensable pour lutter efficacement contre l'impunité. Il faudrait toutefois l'encadrer afin de garantir la confidentialité des demandes d'asile. Surtout, pour que cette communication soit vraiment utile, il faudrait étendre la compétence des juridictions françaises à tous les individus qui ne peuvent pas être renvoyés dans l'État sur le territoire duquel ils sont soupçonnés d'avoir commis un crime parce qu'ils y craignent des persécutions. Ainsi, la France se substituerait pleinement à l'état de persécution et aucun individu ne resterait impuni, même s'il ne peut pas être éloigné. La coopération prendrait alors ici tout son sens. Je vous remercie.